Bonjour tout le monde, on est en direct en ce mercredi 4 décembre 2024. Comme je l'ai dit depuis le début de la semaine, c'est bientôt la fin de l'année. Qui aurait cru? Pas moi, mais on est arrivé à la fin de 2024 et c'est en partie pour ça que je voulais créer la semaine de l'entrepreneuriat B2B. Trop souvent, en tant qu'entrepreneur ou travailleur autonome, on est seul, on finit par être tout seul et ça peut créer vraiment beaucoup de problèmes. Fait que je voulais vraiment terminer l'année 2024 en groupe, ensemble. Et c'est pour ça que je voulais organiser cette semaine-ci avec 5 lives du lundi jusqu'au vendredi, faire en sorte que les entrepreneurs qui sont un peu plus tout seuls, qui sont dans leur bureau, ben, un peu comme moi, là, dans le sens, ça fait depuis hier que j'ai vu quelqu'un, presque dans le sens, ben, que vous ayez l'impression de ne pas être seul, que vous recevez des conseils de d'autres entrepreneurs, que vous sachiez que vous n'êtes pas seul en cette fin 2024. Et aussi, il y a des vacances qui arrivent. Ça, c'est bien. Si vous avez des vacances, je vous souhaite d'avoir des vacances jusqu'à un certain point. Mais il y a 2025 qui arrive, qui va débuter bientôt. Et je me suis dit, pourquoi pas organiser 5 LinkedIn Live avec des panels pour être, comment dire, pour recevoir plusieurs points de vue différents sur 5 grands éléments de l'entrepreneuriat B2B pour qu'on puisse penser à ça pendant nos vacances. Là, je sais l'importance de décrocher pendant les vacances, dans le sens, je le sais, mais quand même, si on peut par temps libre ou quand on n'a rien à faire, à place d'aller scroller sur Facebook, ben de réfléchir à notre plan de match pour 2025, pourquoi pas. Si vous êtes là parmi nous, là, commentez. Je vois que Nadine, tu es là, tu es toujours là, j'adore ça, merci beaucoup. On a Gaston aussi, donc Gaston qui dit salut aux entrepreneurs et entrepreneuses. Alors, merci beaucoup d'être là. Si vous êtes là dans les commentaires, écrivez-nous salut et où est-ce que vous êtes? Ce lundi, on avait quelqu'un dans un TGV entre Lyon et Paris qui aurait cru, qui nous regardait. Je savais pas que l'on pouvait se rendre jusqu'en France ou jusqu'à un TGV. Le chanceux, nous, on n'en a pas encore. On a Philippe de Repentigny. Ça passe aussi, Philippe. Ça passe aussi. On t'aime pareil. C'est vraiment correct. Merci beaucoup d'être là. Aussi, si vous voulez en savoir plus sur les panélistes, OK, si vous voulez en savoir plus sur les panélistes, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans les commentaires sur LinkedIn. Et le premier lien qui est dans la description de l'événement, c'est un lien qui va vous envoyer vers une page où est-ce que nos panélistes vous partagent quelque chose de gratuit ou vous invitent à les suivre sur LinkedIn ou sur nos plateformes. Donc, si vous voulez rentrer dans l'univers des panélistes, si vous les aimez, puis là, vous êtes « Hey, ce gars-là ou cette femme-là a de l'air cool », cliquez là-dessus, allez les suivre ou allez télécharger qu'est-ce qu'ils vous offrent de gratuit. Je check mes points, là. Ça paraît, oui. OK, ma première question pour vous, là, à part de me dire où est-ce que vous êtes, OK, on a Christophe qui est encore là. Merci beaucoup d'être là. Salut le brossard. On a Louis aussi qui est là. Bonjour. D'Uruguay. Oui, c'est moi qui est le plus loin. Oui, oui, je le confirme. C'est vraiment toi qui est le plus loin. Merci beaucoup d'être là. Hey, à chaque fois, ça me surprend. Quelle ère l'Internet en 2024? Qui aurait cru? Marc-André, on t'aime, même si tu viens de Granby. T'es pas trop loin, mais on t'aime pareil. Merci beaucoup d'être là. Écoutez, c'est vraiment cool. On est mercredi, le milieu de la semaine précisément. Donc, merci beaucoup de prendre le temps d'être là. Je pense qu'on va avoir beaucoup de fun. Et ma première question pour vous, c'est, je l'ai écrit, trouvez-vous ça stressant de parler de finances? OK, fait que c'est une question fermée, ça devrait être quand même facile de répondre oui ou non. Fait que trouvez-vous ça stressant de parler de finances? Oui ou non? Puis là, ce serait drôle que tout le monde, genre, réponde non, puis que l'on n'a rien à dire. Non, non, c'est pas vrai. Il y a sûrement certaines personnes comme moi qui peuvent trouver ça stressant. Alors, écoutez, on va inviter mes deux panélistes incroyables à venir sur scène avec nous. Donc, premièrement, je vais vous présenter la première panéliste qui s'appelle Geneviève. Ah, tu vois, on a Gaston qui répond non. Qui s'appelle Geneviève Pézan. Donc, Geneviève, je vais vous la présenter. Donc, son côté rigoureux l'a amené à faire ses études en sciences
jusqu'à la maîtrise, puis elle a travaillé à titre de gestionnaire avec une force certaine pour la gestion du temps et de la productivité. Son expertise est donc un hybride de son expérience personnelle et de son parcours professionnel. Elle a complété un AEC en gestion comptable et financière informatisée du collège ANSIC. Et le fait qu'elle ne soit pas issue du milieu de la comptabilité est un avantage pour ses clients. Elle leur parle avec des mots qu'ils comprennent, puisqu'elle connaît leur réalité de travailleur autonome. Et la phrase que j'adore le plus, elle réussit à démêler et à vulgariser le jargon de Revenu Québec pour rendre les choses totalement claires pour eux. Qui aurait cru que c'était possible de vulgariser ce jargon-là? Je ne sais pas, mais pas moi. Fait que, on va la faire monter sur scène. Salut Geneviève, comment ça va aujourd'hui? Salut Isaël, ça va très bien. Merci beaucoup pour la belle présentation puis pour l'invitation à participer à ce panel-là. Écoute, organiser puis finance, c'est carrément dans mon champ d'expertise. Très content que Puis, tu sois là. Très je content veux que tu sois dire là. salut à tous les gens de la région de Brome-Missisquoi parce que c'est de là que je viens, de Brigham. Donc, Bonjour tout le monde. Nadine, qui est dans mon coin, on est presque voisines. Et Non, puis, c'est vrai? Marc-André de Granby, Haute-Yamaska, c'est aussi mes voisins. Alors, Hein, c'est dommage cool. Écoute, je savais pas. OK, je vois un peu où est-ce que tu habites. J'adore ça. Est-ce que tu pourrais ouais. nous. Et puis, il y a plein de personnes, écoutez, je te coupe, là, mais il y a plusieurs personnes qui trouvent pas ça stressant de parler de finances. Fait écoutez, parfait. Ah, il y a Carmen, qui est ma mère, qui a répondu oui. Merci beaucoup d'être là encore une fois. Fait qu'on on en a une qui a répondu oui, mais on va quand même parler pour tout le monde, que vous soyez stressé ou non. Mais avant de présenter le prochain panéliste, j'aimerais ça que tu nous dises en une ou quelques phrases comme qu'est-ce que tu fais présentement, puis si on veut travailler avec toi, comment est-ce qu'on peut prendre contact avec toi? Ben, en ce moment, dans le fond, moi, je suis technicienne comptable. C'est une deuxième carrière, comme tu l'as dit dans ma présentation. J'ai d'abord fait une carrière en sciences et dans le pharmaceutique. Puis maintenant, je suis technicienne comptable à mon compte. Donc, travailleur autonome, je fais des impôts, déclaration de revenus pour travailleurs autonomes. Je fais aussi de la tenue de livre pour des sociétés incorporées, mais surtout, disons, des professionnels incorporés, des petites, très petites entreprises. Je peux gérer de la paye aussi. Et j'ai des formations en ligne qui s'appellent, bon, il y en a une qui s'appelle la comptabilité productive. C'est ma formation phare. C'est une formation qui s'adresse aux travailleurs autonomes pour les aider justement à se structurer puis à s'organiser, à comprendre c'est quoi faire sa tenue de livre quand on est travailleur autonome. Mais tu sais, oui, les dépenses déductibles puis les subtilités qu'il y a avec le travail autonome, mais surtout, c'est une méthode de travail pour s'organiser finalement avec sa tenue de livre puis être prêt pour les impôts. J'ai ma chaîne YouTube qui est la comptabilité productive aussi. C'est là où ce que les gens me trouvent parce qu'il y a plein C'est de vrai? contenu pour les travailleurs autonomes. Ouais. On va aller voir ça, Sur écoute, les je savais pas. dépenses déductibles, sur QuickBooks, sur des trucs de tenue de livre et tout ça. D'ailleurs, je vois des noms qui sont là quand je fais mes directs à tous les mois où ce que je réponds aux questions des entrepreneurs J'adore à ça, tous c'est bon les ça. mois. Fait que Cool. c'est le fun de voir ma gang qui me suit Merci beaucoup jusqu'à d'être sur là. Merci beaucoup d'être là. C'est cool. Fait que c'est des personnes ouais. qui te suivent de ton côté jusqu'ici. J'adore ça. Cool. Ben écoute, tu as plusieurs types de contenus. Puis si vous voulez télécharger sa checklist, tu fais la promotion de ta checklist dans le document, dans la page que j'ai partagée, dans la description de l'événement, puis dans les commentaires. Donc, si vous voulez aller télécharger sa checklist et connaître son monde, cliquez là-dessus puis allez voir ça. Maintenant, je vais présenter notre prochain panéliste qui va venir parler avec nous. Je suis très content qu'il soit là. Donc, il s'appelle Étienne Roy. Donc, il aide les entrepreneurs à trouver le bon chemin afin d'arriver à la destination qu'ils et elles souhaitent atteindre. Il élabore avec eux un plan vivant qui tient compte de leurs aspirations et surtout de leur réalité. En 17 ans d'expérience, à développer des centaines de stratégies pour ses clients. Il estime que la meilleure manière d'accompagner n'est pas sur du volume, mais sur la personnalisation de la stratégie. C'est pourquoi il a choisi de servir un nombre restreint de clients afin d'être disponible
et prêt à exécuter rigoureusement leur planification financière. Il est aussi fan de vélo, de course et de yoga. Il croit en l'équilibre de ses différentes passions et du travail. Et c'est avec cette approche équilibrée qu'il aide ses clients et clientes à atteindre leurs objectifs. Alors, on va l'accueillir. Salut Étienne. Bonjour. Comment ça va? Allô, ça va très bien, toi, Isaël? Yeah, ça va très bien. Ça a l'air en feu ce midi, c'est parfait. De quoi? Ça a l'air en feu ce midi, c'est parfait. Ah oui, je suis en feu. Je suis trop content d'être là. Ça va vraiment être cool. Donc, écoute, on est à 21 jours de la dinde, là, c'est sûr que tu dois être excité. Oui, c'est ça. Écoute, je commence mes vacances dans exactement environ 7 jours, donc le vendredi prochain. Fait que ça commence à se sentir, ça commence à se filer. Écoute, est-ce que tu peux nous préciser en une ou quelques phrases où est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu fais, pour qui est-ce que tu le fais, pour qu'on comprenne mieux maintenant qu'est-ce que tu as? Oui, ben moi, je suis travailleur autonome là, depuis 2023. Là, ça fait un petit peu moins d'un an et demi là, que je me suis lancé dans l'aventure de d'être à mon compte. Là. Ça fait quand même depuis 2007, en fait, que je fais ce travail-là. Là. Donc, principalement, j'ai une clientèle d'entrepreneurs, travailleurs autonomes, professionnels également. Puis, comme tu l'as dit, là, le but, c'est d'avoir du conseil personnalisé parce que c'est vraiment ça qui fait la grosse différence. Là. Souvent, quand on élabore des plans, puis Geneviève, tu pourras me le dire, c'est des petits détails à ce moment-là personnels qui font en sorte que tu peux déduire telle chose, que tu fais tel choix ou tel choix sur une année fiscale ou une autre qui fait en sorte que tu vas créer de la valeur. Fait que c'est vraiment ça. Puis comme la vie évolue vraiment rapidement pour tout le monde, ben c'est important d'avoir quelqu'un qui est capable de te suivre pour être capable de réagir également puis de savoir, mais s'il arrive telle chose, X ou Y, mais comment on peut l'adapter à notre propre situation. Fait que, yes. J'adore ça. Puis aussi, tu poses de plus en plus de contenu sur LinkedIn, donc sur la planification financière, donc sur l'argent. J'essaie de le démocratiser un peu là, en rendant les choses relativement simples sur des questions soit que j'entends souvent. Puis il y a plein de personnes qui ont répondu non, ça ne me stresse pas de parler de finances, c'est correct, mais il y en a plein d'autres que je sais que ce n'est pas nécessairement si évident. Puis effectivement, il y a Geneviève pour en témoigner, là, on se rejoint là-dessus parce qu'on travaille le fiscal les deux, là, mais en fiscalité, il y a beaucoup pas nécessairement de zone grise, mais il y a beaucoup de subtilité, disons-le comme ça. OK, donc c'est ça, c'est important d'être bien accompagné. Cool. Écoute, c'est vraiment plus clair ça parce que j'ai partagé vos parcours, mais le but est de comprendre qu'est-ce que vous offrez maintenant. Et oui, on a quand même quelques personnes qui nous ont répondu oui. Donc oui, il y a vraiment plus de personnes que qu'est-ce que j'aurais cru qui ont répondu non. Je m'attendais juste à avoir une barre de oui, genre « Hey, moi, ça me fait capoter ». Mais on a Émilie Pelletier qui a répondu oui, c'est très stressant. Et c'est toi, ma voisine. Donc, on habite vraiment dans le même quartier, je ne savais pas. Donc, on a tous nos voisins et voisines ici avec nous. Hey, tu vois, ça me fait penser ça, je ne savais pas. Moi, je reste dans le coin de Bellechasse. Là. Je reste en face d'une super belle montagne qui est un trésor caché qui est le Massif du Sud. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre de Bellechasse qui était dans le chat. Fait que je salue cette personne. Oui, c'est ça. On a Peggy qui vient de là. Donc, écoute, on a tous un ou une voisine avec nous. J'adore. Voilà. C'est la première fois que ça arrive. Donc, on a ce point. Et toi, tu es un petit peu plus grand que le plateau, mais bon. Oui, c'est ça. Quand même un peu. Écoutez, j'aimerais ça commencer. Là. Le but, c'est qu'on se parle. L'argent, il y a des personnes qui nous ont répondu non, mais je pense qu'il y a quand même d'autres personnes qui sont présentes avec nous, que ça les stresse. Mais au-delà d'être stressant, ça reste que c'est tabou. Ça peut être tabou. C'est pas la même chose que si toi, ça te stresse pas. En général, ici, dans la province de Québec, si on se focus là-dessus, ça peut être un sujet tabou que le monde n'ose pas parler à d'autres, n'ose pas partager. Donc, ma question pour vous, pour commencer ça, c'est, selon vous, pourquoi est-ce que c'est si tabou de parler d'argent? Et là, je vous envoie ça et c'est à vous de choisir qui peut répondre. C'est loadé comme question. Moi, je suis curieuse d'avoir
les idées de l'audience. Si jamais les gens veulent mettre en commentaire pourquoi ils pensent que c'est tabou de parler d'argent, si c'est tabou pour eux ou pas aussi. Ouais. Parce que je suis vraiment curieuse de voir l'idée des autres. Puis Étienne, je vais te laisser répondre en premier parce que moi, je ne savais pas comment répondre à cette question-là vraiment. J'ai des idées. Ouais. Mais... Quand je l'ai vu sur le board, j'ai fait comme ouais, effectivement, ça l'est. C'est pas nécessairement évident. Je commencerai par dire que je trouve ça quand même paradoxal. J'ai une réponse là, que j'ai trouvée, je pense, à mon avis, là, mais c'est paradoxal parce que, tu sais, je veux dire, les gens partagent leur vie sur les réseaux sociaux, ils montrent leur auto, leur voyage, leur maison, leur ci, leur ça, tu sais, mais quand vient le temps de parler d'argent, c'est toujours moins évident. Ouais. C'est ça, c'est quand même assez paradoxal parce qu'on peut le voir quand même, là, il y a une certaine ostentation, si on veut, il y a des biens qui paraissent. Mais je pense que ça ramène à une espèce de choc de valeur à ce moment-là. C'est pas nécessairement évident parce que ce qu'on voit justement des autres, on a-tu plus de succès, on a-tu moins de succès? Ça nous rapproche de qu'est-ce qui est important pour moi, je suis correct? C'est toujours un regard à ce moment-là qu'on a de notre réalité versus la réalité des autres. T'sais. Puis on a tout le temps l'impression que le gazon est également plus vert chez le voisin. Hein? Mais tu sais, moi, je travaillais dans l'industrie je travaillais dans les grandes banques canadiennes, entre autres, là. Fait que, du crédit, j'en ai fait en masse. Puis, tu sais, si les gens savaient à quel point il y a des gens qui camouflent leur richesse, là, tu sais, fait qu'il ne faut pas être gêné d'en parler pour ne pas arriver nécessairement dans ces situations-là. Puis, exactement, tu sais, les gens sont souvent plus riches qu'ils pensent. Puis, ils sont comme un peu gênés. Puis là, comme ils sont gênés, ils ne veulent pas nécessairement en parler. S'ils n'en parlent pas, ils n'ont pas nécessairement de conseils. Puis après 17 ans, moi, comme je l'ai dit tantôt, le plus important, c'est le conseil. Le produit, il y a plein de produits financiers qui existent là, mais le conseil qu'on a, pourquoi on fait les choses, dans quel objectif on fait les choses, c'est vraiment ça qui a le plus de valeur. Là. Ouais. C'est... Okay, ça devrait ne pas être autant tabou, mais ça l'est encore. Mais ça l'est encore, ouais. J'aime vraiment ça aussi, le fait que l'on vive dans une ère où est-ce qu'on monte beaucoup, puis sur les réseaux sociaux, souvent ce qu'on va montrer, on va montrer la belle voiture, on va montrer la maison, on va montrer des belles affaires. C'est drôle, ça fait un lien direct avec ce qu'on a parlé hier sur la santé mentale, qui est, on voit les personnes qui vont bien, qui vont toujours bien, qui sont toujours heureuses. Et là, c'est la même chose, mais face à nos biens. Montrer tout ce qu'on a, sans vraiment montrer le derrière qui peut être, c'est ça, qui peut être pas si beau que ça. Et Jen, tu avais renvoyé la question aux personnes qui sont avec nous. On a Lily qui parlait de performance. Donc, il y a la notion de performance. Écoute, les commentaires, c'est super. Oui, c'est vraiment... Merci beaucoup. Des belles idées, là. Ouais. Merci beaucoup. On a Marc Gingras. Donc, le fait que les gens ne soient pas stressés de parler de la finance ne signifie pas qu'ils n'ont pas d'intérêt sur le sujet. C'est ça le truc. C'est pas parce que c'est tabou ou qu'ils sont pas stressés qu'il n'y a pas d'intérêt, dans le sens il faut quand même séparer certains éléments. Il y a beaucoup de beaux commentaires. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de commentaires en parlant d'argent. J'étais persuadé que ça aurait été un tabou même dans les commentaires. Donc, toi, Jen, maintenant que on a répondu puis que tout le monde a répondu. Oui. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Mais dans le fond, ça rejoint un peu ce que Étienne dit, puis ainsi que les plusieurs autres commentaires aussi, mais je pense que pour bien des gens, l'argent, c'est malheureusement lié à une mesure du succès ou de l'échec. Okay. Puis si tu mesures comme parce que c'est ça, l'argent, c'est une façon de mesurer facilement si tu as du succès ou si tu as des échecs. Fait qu'il peut y avoir une certaine honte qui est reliée à ça. Puis moi, j'ai l'impression que les gens vont comme pas en parler à cause que soit ils ont des sentiments de honte par rapport à ça, si jamais s'ils ont des difficultés, si ça va pas comme ils voudraient. Puis je vois ça souvent dans ma boîte de courriel aussi quand les gens me contactent, c'est comme ça fait j'ai honte de te l'avouer, mais ça fait X années que j'ai pas fait mes impôts, ou tu sais, tu peux-tu m'aider, tout ça. Fait qu'on dirait que comme puis la procrastination que je vois aussi, c'est lié au stress. Quand tu procrastines, c'est parce que tu as un stress relié à cette tâche-là, ce projet-là ou ce sujet-là. Et le fait de reporter à plus tard puis de dire je m'en occuperai plus tard, ben ça te donne un genre de
ça te donne un petit boost de dopamine, là, mini. Tu dis, OK, je me débarrasse du stress pour tout de suite. J'ai pris une mini-décision, mais le problème est toujours pas réglé. Non. Puis le problème aussi avec le fait de reporter des tâches qui sont reliées à la gestion financière de l'entreprise ou de nous-mêmes en tant que travailleurs autonomes, c'est que ça s'amplifie avec le temps. Ça se règle pas avec le temps. Non. Vraiment pas. Je questionnais des clients, puis tu me fais parler de ça, justement, ça se résout pas, tu sais, puis j'étais intéressé par quelques-uns des entrepreneurs avec qui je collabore, tu sais, puis il y en a un qui m'a sorti vraiment une perle, là, 2 semaines, tu sais. Je lui demandais c'était quoi ce qui est plus mal compris généralement pour les entrepreneurs ou travailleurs autonomes, là, versus les gens qui sont salariés, puis c'est pas une compétition, là, mais il dit c'est l'imputabilité. À un moment donné, tu es 100% imputable, là, de tout ce qui se passe, là. Tu n'es pas employé, tu n'as pas quelqu'un d'un autre réseau ou dans ton équipe où ton boss va finir par le faire, ou tu vas te faire un peu chicaner puis ça va passer en dessous du tapis. Non, tu es 100% imputable à ce moment-là. Exactement. Fait que si tu ne fais pas ce que Geneviève dit, c'est-à-dire que tu le repousses un peu, ben, il va revenir, là. Il s'en ira pas, là. Ouais, il n'y a pas de département de comptabilité qui va s'en occuper, c'est le département de comptabilité. Exact. OK. Mais ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est un peu tabou pour ça. Puis il y a peut-être de manque de connaissances aussi. Je pense que tu en avais parlé dans un de tes posts, Étienne, que c'est soit mal compris comment l'argent fonctionne, ou moi, je trouve que c'est la manque de connaissances au niveau des obligations financières que le travailleur autonome ou l'entreprise a. C'est pas bien compris ou fait qu'il y a un manque de connaissances, fait qu'on procrastine quelque chose dans lequel on se sent pas compétent ou qu'il nous manque d'informations finalement. Exact. C'est pas pour mal faire, c'est juste parce que on ne sait pas comment s'y prendre, là, tu sais. Ça me rappelle un truc, moi, que j'ai vécu, puis peut-être qu'il y a d'autres entrepreneurs qui l'ont vécu. Tu sais, moi, ça va faire 3 ans que je suis 100% à mon compte. Tu sais, vraiment, là, où est-ce que j'ai pas de chômage ou je sais pas d'autres revenus que ça. Puis, il y a Revenu Québec qui m'a contacté en printemps passé pour que maintenant, j'ai des impôts à payer d'avance, là. C'est quoi, là? C'est des trucs... Ouais, c'est ça, là, les trucs comme ça, là. Puis, ils m'ont envoyé la lettre. Puis, littéralement, la date limite pour payer mes premiers trucs, là, après le premier trimestre, ils me l'ont envoyé après. Ça veut dire que la date d'envoi était après la date limite que je devais payer. Puis là, j'ai comme reçu ça, puis j'étais comme, fait que je devais payer, genre, ma limite était la semaine passée. Puis j'étais juste comme, personne ne semblait me l'avoir dit. J'étais comme, mais c'est quoi? Classique Revenu Québec en plus. Oui, c'est ça. Puis après ça, j'ai posé plein de questions. Puis la réponse que j'ai eue, c'était ce qu'ils vont dire, là, si vraiment tu leur montres ça, ce qu'ils vont dire, c'est que c'était ta responsabilité de le savoir. C'était ta responsabilité en tant que citoyen ou en tant que personne à ton compte de savoir tes propres obligations. Puis j'étais comme, ça commence à être intense, là. Que moi, je devais tout savoir du monde entier et qu'il n'y a personne qui était responsable autre que moi. Mais la responsabilisation, c'est comme, je la prends à tous les jours, mais des fois, je la remets sur l'autre. Puis là, j'étais comme, mais c'est votre responsabilité de me communiquer quand que je vous dois quelque chose. Fait que c'est vrai que... Non! Ouais, tu vois, c'est ça, OK, bon, ben, fait qu'on pourrait parler tu leur devais pas encore des acomptes provisionnels, c'est que tu payes tes impôts en cours d'année. Tu sais, comme 2024, les acomptes que tu payes en 2024, c'est tes impôts que tu payes d'année, comme d'avance pour l'année même. Puis la différence avec un salarié, c'est que le salarié, lui, son impôt est prélevé à la source sur chacune de ses payes aux semaines ou aux 2 semaines. Fait que son impôt est payé au fur et à mesure dans l'année, alors qu'un travailleur autonome, ben, on doit nous-mêmes payer nos impôts au fur et à mesure pendant l'année si on dépasse un certain seuil. Fait qu'on a comme on dépasse un certain seuil. C'est ça que j'allais dire, Isaël, c'est que la bonne nouvelle, c'est quand même ça. Ça veut dire que tu as un niveau de revenu intéressant si tu fais des acomptes provisionnels. Oui, OK. Je comprends, mais sauf que ce que je veux dire, c'est que est-ce que je dois aller lire tous les livres de comptabilité pour être sûr que maintenant, quand je dépasse ce certain seuil-là, c'est ma responsabilité de m'être levé puis de juste le savoir? Moi, je ne prendrais pas la responsabilité. C'est comme moi, si le gouvernement veut mon argent,
c'est à eux de me le dire. Mais là, j'ai compris que c'était pas comme ça. C'est qu'eux autres, ils communiquent mal. Ben, de un, ils communiquent mal, puis de deux, de par la loi, c'est un peu. Ils ont un peu raison dans le sens que c'est quand même ta responsabilité de faire les choses puis de le faire. Moi, c'est pour ça que j'adopte beaucoup la ligne de l'accompagnement. OK? Puis c'est vraiment ça le but. Puis un des, si on veut, trucs ou une des erreurs que je vois souvent de la part des entrepreneurs, travailleurs autonomes, c'est que des fois, ils sont accompagnés, ils ont des professionnels autour d'eux. De un, ça va être d'en avoir. Puis de deux, ben même s'il y en a, des fois, ils ne sont pas utilisés à leur plein potentiel. C'est-à-dire, tu sais, pas plus tard que cette semaine, j'étais avec un client entrepreneur, une compagnie de construction, puis écoute, il me dit, tu sais, oui, il y a un comptable d'expérience, il est super bon, mais à chaque fois qu'il envoie un courriel, ça prend 3 semaines avant d'avoir une réponse. Fait qu'il est accompagné, mais pas tant que ça, tu sais. Puis lui-même, il ne sait pas tout, mais il n'y a pas l'accompagnement auquel il devrait avoir droit. Fait que, tu sais, c'est aussi pour les entrepreneurs travailleurs autonomes, c'est de faire travailler ton réseau professionnel pour toi. Puis de ne pas avoir peur de poser des questions, de ne pas avoir peur de flusher les gens qui ne répondent pas à tes questions. Puis tu sais, ça, c'est super important parce que tu as des responsabilités, puis tu as des obligations, puis c'est important d'être au courant, puis de voir venir également les choses. Oui, ben, puis je le vois dans les commentaires où est-ce que le monde me demande si j'ai un comptable qui m'accompagnait. Et oui, et j'étais fâché. Et en 2025, ce sera plus mon comptable, dans le sens comme clairement, là, dans le sens, j'ai bien compris que là, ça marchait pas. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est plus le fait que j'ai reçu la lettre aussi du gouvernement qui était ah, OK, vous me devez de l'argent pour la semaine passée. C'est comme, oh my God. Fait que c'est vraiment de bien s'entourer. C'est vraiment de bien s'entourer. Donc, le premier tip, ça serait pour 2025. Si on veut que ça se passe peut-être mieux, ça serait de bien s'entourer. Fait que ça serait le premier truc. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on devrait mieux organiser ses finances? Parce que comme que l'on a parlé, il y a la honte, il y a certaines émotions qui sont liées à ça, donc on peut procrastiner puis se dire on va faire ça en 2026, on va faire ça à la fin de l'année 2025. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait le faire dès le mois de janvier ou au moins commencer dès le mois de janvier à mieux organiser ses finances? C'est là que je vais laisser Geneviève répondre en premier. Parfait. Let's go, Jen. Moi, ce que j'aime bien, j'ai ressorti une citation de Jocko Willink, qui est un gars qui était dans les Navy Seals, là, puis qui fait du jiu-jitsu brésilien. En tout cas, bref, aucun rapport avec les finances, mais ce gars-là, il a sorti une petite perle d'une citation qui m'a vraiment resté avec moi. Ça dit « La discipline, c'est la liberté ». Fait que si tu sais pas pourquoi tu devrais organiser tes finances comme entrepreneur, ben c'est pour ça. C'est pour avoir de la liberté. Moi, personnellement, si je passe une semaine sans faire un check-in hebdomadaire, ça prend 15 minutes, là. Si je fais pas mon check-in à toutes les semaines, là, je file pas bien la semaine d'après parce que je suis comme, je suis tout à jour dans mes affaires, mes choses sont toutes faites, c'est-tu en contrôle, j'ai pas des factures que je manque de payer ou, tu sais, des affaires de même. Fait que quand on organise nos finances, ça nous donne premièrement de la clarté d'esprit. Ça nous donne aussi, tu sais, on en parle beaucoup, là, on dit c'est stressant et tout ça, là, mais juste de se clarifier l'esprit, être sûr que, OK, ce bout-là, il est sous contrôle, je peux penser à d'autres choses, je peux mettre mon énergie ailleurs. Puis, des fois, ça prend juste 15 minutes, une demi-heure par semaine. On se met le nez dedans. Est-ce que notre facturation est faite? Est-ce que nos suivis clients sont faits? Est-ce qu'on a des fournisseurs ou des factures à payer? Est-ce que puis qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine? J'ai-tu des paiements à passer? J'ai-tu assez de cash flow dans mon compte pour les paiements qui sont à venir? Fait que ça prend une certaine structure puis une organisation pour pouvoir voir ces choses venir là. Ça, c'est sûr. Mais c'est la liberté puis la clarté mentale que ça te donne que moi, je trouve que c'est important que ça vienne avec une bonne organisation, là. Exact. C'est tellement ça. Moi, je dirais, je m'en vais un peu dans la même idée, si on veut, là, mais avec des mots qui sont peut-être propres
Mon travail à moi, c'est de la gestion de risque à ce moment-là. C'est que ça permet vraiment de faire une meilleure gestion de risque. Puis ça permet effectivement de diminuer le stress. Parce que si on sait qu'on a couvert tel ou tel risque pour ce qui s'en vient quand on est organisé, c'est-à-dire que si on perd au client, okay, si on perd un client ou si je n'ai pas de tel revenu, je m'attendais à ça, mais ça n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mes recours? Okay? C'est quoi que j'ai en termes de gestion à court terme, moyen terme, long terme? Où je suis rendu par rapport à mes objectifs en termes soit de revenus, de facturation ou autre. Fait que d'avoir le plan de match, d'être organisé, ça ne veut pas dire d'avoir un menu militaire. Là. Moi, je suis toujours pour de la flexibilité. La personnalisation et flexibilité, c'est super important pour moi pour qu'on se garde toujours une marge de manœuvre parce qu'il arrive tout le temps des imprévus. Tout le temps. On ne peut pas avoir le meilleur plan de match ever. Il arrive tout le temps des imprévus. Mais c'est de savoir à ce moment-là que ces imprévus-là, quand je parle de gestion de risque, on est capable de les gérer. On a soit la capacité financière de les gérer ou on a un plan B qui est déjà un peu travaillé pour savoir comment on va le gérer si telle chose ou telle chose arrive. Fait que ça nous permet d'être beaucoup plus flexible, être en mode proactif ou être en mode réactif également au niveau de ses finances, puis au niveau de la business. Parce que si les finances sont bonnes, ben c'est un stress de moins. Puis ce que ça nous permet de faire, c'est de travailler à ce moment-là mieux dans la business. Si on travaille comme il faut sur la business, c'est-à-dire à bien organiser cette business-là, ben on peut travailler dedans plus efficacement. J'adore ça. Puis ça revient vraiment à quelles émotions est-ce que ça peut causer, tu sais, dans le sens, le stress de faire ça. Puis le moyen de diminuer ce stress-là, ça serait ça. Ça serait d'y aller, puis d'aller voir, puis de remettre ça à jour. Peut-être pas chaque jour, mais peut-être chaque semaine ou à chaque mois pour y voir des objectifs, effectivement. Il y a des entrepreneurs qui sont plus court terme dans leur cycle de facturation, dans leur cycle client, avec un petit peu plus long terme au niveau des projets. Fait que, c'est une question de personnalisation pour chaque type d'entreprise ou de travailleur autonome. Mais si on a un petit peu je pense qu'on a un peu de temps, il devrait nous rester peut-être. On a du temps, là. Jusqu'à 13h30, là, dans le sens où on a le temps d'aller plus en profondeur, c'est bon. Ça me fait penser à un exemple à ce moment-là qui rejoint les deux principaux points qu'on vient de parler, c'est-à-dire pourquoi c'est tabou, pourquoi ça l'est encore à ce moment-là, pourquoi il faudrait que ça ne le soit pas, puis pourquoi on devrait bien organiser ça. J'ai rencontré une cliente qui est devenue cliente cet automne, puis elle n'était pas trop sûre, puis madame était un petit peu stressée. Elle arrive fin cinquantaine, puis elle dit, ben là, moi, je pense pas pouvoir prendre ma retraite avant 68 ans, ça n'a pas de bon sens, ci, puis ça, j'ai pas tel montant. Elle pensait que ça y prenait un montant absolument astronomique pour arriver. Elle n'avait pas les conseils auxquels elle avait droit. Fait que je travaille avec cette cliente-là. Puis finalement, quand je dis que c'est personnalisé, ben, en analysant tout ce qu'elle a, le budget qu'elle a, ben, on s'est rendu compte qu'elle pourrait prendre sa retraite probablement 4 ans avant ce qu'elle avait besoin parce que, elle ne savait pas que tel programme existait. Elle ne savait pas qu'elle pouvait faire telle affaire avec la régie des rentes. Elle ne savait pas qu'on pouvait faire telle optimisation fiscale dans son plan. Fait automatiquement, bang, on y a amené 20% de plus de valeur sur l'ensemble de sa retraite. Fait que d'en parler, de nommer justement c'est quoi qui est stressé, de nommer c'est quoi l'objectif également, puis de l'organiser. Il y avait déjà quelque chose qui est fait, mais ça diminue complètement le stress. Puis à ce moment-là, on s'en va, puis on est capable d'organiser un plan de match. Fait que c'est important. C'est vraiment bon, ça. C'est vraiment bon. Puis je vois, j'adore ça. Là. Il y a maman aussi qui parle de parler des finances travailleurs autonomes versus la retraite. Et la retraite, oui, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de stress aussi de base, c'est de planifier ça. Le temps passe plus vite qu'on pense. Et il y a Christophe aussi qui est revenu sur un des propos que tu as dit, que j'entends mes coachs entrepreneurs, on travaille sur la business pour plus devoir travailler dans la business. Oui. Et c'est vrai que quelqu'un qui te dit ça, quelqu'un qui te dit lorsque les finances sont quand même structurées, c'est plus clair, là, on peut aller travailler dans la business. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs qui vont dire le contraire, mais en tant que entrepreneur, des fois, tu n'as pas le choix d'aller travailler dedans. Tu n'as pas le choix d'être là comme un employé. Tu n'es pas toujours il faut. Je veux dire, écoute, la business est là, il faut travailler dedans. C'est juste qu'à un moment donné, il faut s'extirper un peu de ça, pour avoir une vision un petit peu plus haute,
pour travailler sur la business, pour être capable de mieux travailler dedans. Mais c'est en travaillant dedans qu'on va chercher des revenus. Mais si on ne s'attarde jamais à comment on va chercher ces revenus-là, puis comment on travaille, ben, c'est là que ça peut stagner ou peut-être même être pas optimisé ou peut-être même diminuer avec le temps. On a une croissance négative parce qu'il y a du build-up qui se fait, on a plus de clients à gérer, puis on n'est pas capable de faire de la croissance comme on voudrait faire. Puis encore là, c'est pas nécessairement l'objectif de tout le monde non plus qui est à son compte de plus être dans la business. Ils veulent juste peut-être pas être employés, mais être pigistes, ça leur convient, même s'ils sont encore des exécutants puis qu'ils veulent juste, tu sais, comme pas avoir les mains sur le volant. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je pourrais grandir et devenir un réel cabinet comptable, mais ça m'intéresse pas du tout d'avoir des employés. Puis c'est de le reconnaître, c'est ça qui est important. Tes objectifs vont aller de pair avec ça. Quelqu'un qui voudrait faire croître puis avoir un cabinet comptable, il y aurait d'autres objectifs complètement différents. Ce serait une autre organisation, mais de délimiter c'est quoi justement, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi qui est important dans ce qu'on veut faire. Ben ça fait en sorte qu'on va mettre les objectifs à tel endroit. Puis là, ça permet de poser des actions pour se rendre à ces objectifs-là. Fait que c'est souvent ça que j'explique à mes clients en termes de gestion de risque. Ben, c'est quoi les fondamentaux? C'est quoi les rêves que vous avez? C'est quoi que vous voulez faire de telle façon? S'il y avait, par exemple, un scénario idéal, scénario rêvé, ben, ça serait quoi pour vous? Là, on va avoir une réponse, on va avoir une autre réponse. Puis pour chaque individu, c'est complètement différent, tu sais. Fait que là, on est capable vraiment de faire cette adaptation-là. Tu sais, comme tu m'avais posé la question de m'amener Isaël, je l'entends de moins en moins, là, OK, mais tu dis, hey, si tu n'as pas 1 million, tu peux pas prendre ta retraite. Ben non. Parce que ça se peut qu'avec 300 000, tu puisses prendre ta retraite parce que tu ne dépenses pas bien, parce que tu as ci, parce que tu as d'autres sources de revenus, parce que tu as un fonds, whatever. Ça se peut que ça t'en prenne 3 également parce que tu dépenses vraiment. C'est ça, parce que, ça dépend c'est quoi les projets de retraite. Exact. Puis, tu sais, je veux juste revenir sur le commentaire de Louis-Patrice Bessette. Il veut savoir comment on calcule ça, la retraite. Moi, je te dirais, tu sais, c'est ça. Si tu te fies juste aux programmes gouvernementaux, c'est sûr que tu n'en auras pas assez. C'est peut-être ça le 322 que tu as reçu la lettre, là. Puis ça, c'est ça va avec les cotisations RRQ probablement. Ouais, mais c'est là que c'est important de voir un planificateur financier comme Étienne ou un conseiller en sécurité financière. Mais moi, je préfère ceux qui ont des titres PLFIN, là, ils vont avoir plus une vue globale sur toute votre situation financière. Mais c'est ça, planificateur financier, c'est ça son rôle, c'est de vous aider à regarder vos chiffres. OK, c'est quoi que vous allez avoir avec votre retraite? C'est quoi que vous planifiez avoir comme style de vie à la retraite? Il va être capable de vous aider à calculer votre budget, puis à regarder, OK, mais combien il faut que je mette de l'argent de côté, dans quel type d'investissement faire selon votre profil d'investisseur. Tu sais, il va être capable de vous conseiller vraiment 360 sur votre situation financière. C'est ça, c'est que je trouvais que, tu sais, il y a comme le point qui est vraiment fort, qui est de ne pas se comparer à d'autres. Lundi et ce mardi, pour ce lundi, sur notre panel de la stratégie d'affaires, hier, pour la santé mentale, c'était encore la même chose. C'est vraiment qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne, c'est pas se comparer à d'autres. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est à son compte, qui veut grossir, avoir une grosse équipe, que votre stratégie d'affaires pour 2025 doit être ça. C'est pas parce que quelqu'un, pour maintenir sa bonne santé mentale, c'est d'aller courir 3 heures dehors, que vous devez aller courir 3 heures dehors, 3 heures dehors, genre moins de 30. C'est pas comme ça que ça se passe. Et pour vos finances, c'est la même chose. Exact. Ce que je comprends, c'est vraiment de ne pas se comparer. Si on commence à se comparer parce qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, eh bien, on peut passer moins de temps là-dessus puis se recentrer sur nous. Donc, pendant les vacances, peut-être plus se recentrer sur nous, sur où est-ce qu'on veut aller, nous, et non pas qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce que les autres nous disent d'aller, puis qu'est-ce qu'on devrait gagner, puis combien est-ce qu'on devrait gagner par année, puis c'est ça. Là. Fait que c'est un peu ça que j'entends. Il y a plusieurs questions qui sont très personnelles dans les commentaires. En gros, c'est ça, c'est vraiment de revenir vers nous. Puis mon point pour vous, c'est ça, c'est est-ce qu'il y a des questions qu'on pourrait se poser? T'sais, là, il y a les vacances, c'est cool, on va avoir du temps mort. Entre le 25 décembre et le 1er janvier, on ne saura pas quelle heure qu'il est.
puis quel jour qu'il est, dans le sens, il va y avoir une sorte de zone où est-ce qu'on va être là sur le couch en train de juste attendre que, OK, c'est la fin. Est-ce qu'il y a des questions qu'on pourrait se poser pour être dans la proactivité et non juste aller sur notre newsfeed puis scroller ça? Est-ce qu'on pourrait se poser des bonnes questions pour 2025 pour savoir... On peut même s'en poser pour la fin 2024, Isaël. Puis Geneviève, je ne pourrais pas ensevelir Geneviève à ce moment-là de courriel pour voir comment ses clients peuvent faire ça. Tu vas comprendre où je m'en vais. Là. C'est que à la fin 2024, puis ça revient sur l'organisation. Si vous êtes bien organisé, vous devriez savoir à peu près ça va être quoi votre revenu. Vous devriez savoir c'est quoi votre niveau de dépense. Puis tout le monde va probablement... Si on peut dépenser plus! Ben, de un, il y a ça. De deux, c'est de dire, bon, ben, tout le monde est probablement à l'aise ou a déjà entendu c'est quoi une braquette d'imposition. Okay? Fait que ça fonctionne par niveau d'imposition, le taux marginal, machin. Fait que, tu sais, des fois, il y a des moves qu'on peut faire. Tu sais, c'est vraiment niaiseux, mais mettons que on va dire il y a une braquette qui est à 98 000 kek, okay, à peu près, d'imposition. Geneviève, tu pourras me corriger, mais on est à peu près ça, là, où est-ce que le taux marginal est à 37. 36 maintenant, il a baissé de 1%. Bref, si par exemple, on planifiait une dépense en 2025, on va acheter un équipement, puis là, ben, on sait qu'en vertu de nos revenus, ben, on va faire, mettons, 99 000 cette année, puis on voulait acheter une caméra à 2 000 $, ben, peut-être que ce n'est pas le plus intelligent de la faire là, parce qu'automatiquement, on va aller chercher comme la différence. Après 98 000, c'est 41 %, puis avant 98 000, c'est 37 36,5 %. Fait qu'on va aller chercher comme un 4 % d'impôt juste à faire cette dépense-là, mettons, cette année. Si on sait que l'année prochaine, on est moins sûr que c'est une super bonne année cette année. C'est un exemple comme ça, ou cotisation REER, ce genre de choses-là. Fait que si on est bien organisé, on sait notre niveau de dépense, que ça devrait ressembler à notre niveau de revenu, bien, c'est ce genre de choix qui peut nous permettre de sauver des centaines, quelques milliers de dollars, puis année sur année, bien, c'est des montants qui s'accumulent. OK, cool. OK. Fait que ça, c'est peut-être pas à faire à la fin du mois, mais plus autour de maintenant. Oui. Fin novembre, fin novembre, début décembre, c'est un exercice que j'ai fait l'année passée. Avant le 15 décembre, la date pour les acomptes provisionnels, là. C'est vrai, oui, c'est le 15 décembre. Et je les ai payés le mois passé, fait que ça, c'est fait. Ça c'est bon. C'est bon. Mais avant le 15 décembre, je voulais regarder c'était quoi mon revenu pour 2023. C'était à quoi ça ressemblait mes dépenses. J'ai estimé c'était quoi mes impôts à payer. J'ai regardé est-ce que j'ai fait assez d'acomptes provisionnels dans l'année. Puis là, je me suis rendu compte que, tabarnouche, j'ai fait une grosse année, j'ai pas payé assez d'acomptes. Ouais. Est-ce que je suis capable de faire un plus gros paiement que prévu au mois de décembre pour éviter des pénalités? Est-ce que je peux investir dans mon entreprise puis profiter en ce moment des investissements accélérés? Maintenant, ils permettent de prendre des DPA à 100%. Donc, je me suis acheté un iPad l'année passée. Puis, je savais que ça passerait à 100% même si c'est amorti parce qu'il y a des incitatifs à l'investissement accéléré qui sont encore en vigueur. Justement pour inciter les entreprises à investir, mais ça leur donne des déductions tout de suite et non pas genre un certain pourcentage réparti dans le temps. Fait que ça, c'est à regarder aussi. Puis j'ai parlé à mon conseiller financier, puis avec le revenu, les projections de revenus que j'y ai donné, ben il m'a dit tu devrais cotiser comme tel montant à ton REER. Parfait. Okay. J'ai tout fait ça. J'ai dépensé, j'ai épargné, puis j'ai donné plus d'acompte en même temps. Oui, c'est ça que ça permet de faire. C'est des moves qui vont faire en sorte que sur le long terme, c'est vraiment payant. Là, okay? Parce que l'investissement qui est fait, les sous qu'on économise aujourd'hui ou qu'on investit aujourd'hui, ben, ça a un effet boule de neige. Tout le monde connaît l'effet boule de neige, là, mais pour les férus de mathématiques, un investissement, c'est comme une courbe exponentielle. C'est-à-dire c'est comme une palette de hockey qui s'en va vers le haut, finalement. Okay? C'est-à-dire que les premières années, ça ne paraît pas tant que ça. Puis à mesure que le temps passe, la courbe a fait ça comme ça, puis elle augmente vraiment, vraiment rapidement dans le temps. Fait que le temps est vraiment un allié indispensable ou en fait, plus grands alliés là, quand on parle d'investissement et de finance. Écoute, je vais poser une question qui est vraiment précise, mais c'est parce que je me demande aussi, okay, vu que je vous ai. Là, il y a Sylvain, c'est ça, qui dit « Je me suis fait dire qu'il ne faut pas payer plus d'acompte que ce qui est demandé, car cela mêle Revenu Québec et ARC. Est-ce vrai? » Et là, c'est parce que là, tu étais en train de parler, Jen, puis moi, je sais que je vais devoir payer plus d'impôts que qu'est-ce qu'ils m'ont demandé
dans mes acomptes provisionnels. Mais je l'ai déjà, l'impôt, anyway, parce que je l'ai mis de côté quand on me paye. Donc, là, est-ce que je devrais envoyer ce montant-là avant le 15 décembre ou est-ce que j'attends que mon rapport d'impôt en janvier me le dise, OK, bon, ben, tu as payé tant qu'ils t'ont demandé, mais là, tu as fait plus. Fait, dans le fond, il faut que tu payes plus. Et là, c'est en janvier que je le paye. Est-ce que je dois le payer avant le 15 décembre ou est-ce que je dois le payer en janvier quand ça va être calculé? Je te dirais de le payer le 15 décembre. Ah ouais, OK. Le solde dû d'impôt pour les travailleurs autonomes doit être payé au 30 avril. Mais si tu n'as pas payé assez d'acompte provisionnel, eux autres, ils vont calculer des intérêts sur l'argent que tu aurais dû leur donner, mettons, au 15 mars, au 15 juin, au 15 septembre. Puis ça, malheureusement, des pénalités puis des intérêts de retard, c'est non déductible, il n'y a rien à faire. C'est tu prends ton argent, tu pitches ça par la fenêtre, tu mets ça dans le poêle à bois, c'est perdu. OK? Il n'y a rien à faire avec ça. C'est de l'argent qui sort de tes poches, puis il n'y a aucune déduction, retour possible. C'est à éviter. Ça veut dire que si, par exemple, en 2023, j'aurais fait 80 000, puis là, eux autres, ils reprennent, ils reprennent contact avec moi en 2024. Ce qui me dit, c'est OK, tu vas devoir payer des acomptes provisionnels sur ce 80 000-là que tu es supposé faire en 2024, mais que je fais 100 000. Il faudrait que je calcule moi-même mes impôts avec quelqu'un pour leur payer avant le 15 décembre, tout ça. C'est bien ça? Oui. Il faut que je fasse mon rapport d'impôt avant la fin de l'année. C'est bien ça? Tu peux pas. Ben, s'il reste s'il y a une petite différence, c'est pas si grave que ça, là, tu sais, mais... Okay. Mais il ne faudrait pas qu'il arrive avec un 5-10 000 la lettre, ça va être comme ton minimum. T'sais, la lettre, c'est comme le minimum, ce qu'ils te demandent dans la lettre. Puis l'affaire, c'est que les acomptes, tu peux jouer avec ça dans le sens que, mettons que tu fais une année, puis parce que les acomptes, c'est une estimation, puis c'est basé sur ton année précédente ou tes 2 années précédentes. Mais mettons que tu ne fais pas tout le même revenu que l'année passée. Puis ça c'est arrivé à plein de mes clients cette année. Ils m'ont tous contacté. Hey, là, je suis rendu que je ne suis plus travailleur autonome, je suis devenu salarié, je suis encore obligé de faire les acomptes provisionnels ou quelqu'un elle a été en maladie pendant plusieurs mois, elle n'a pas pu faire de revenus comme travailleur autonome. Fait que ses revenus, ça ne se compare même pas à l'année d'avant. Est-ce qu'il est obligé de faire ses acomptes provisionnels? Absolument pas. Absolument pas. Tu sais, j'ai dit, ajuste tes acomptes. Tu sais, fais pas des acomptes si ça t'empêche de faire ton épicerie, là. Tu sais, je veux dire, il faut pas virer fou avec ça non plus, là. Mais tu sais, mettons, tu as fait 80 000 ton année d'avant, puis là, tu te rends compte que, ouais, là, je m'enligne pour un 50 000, ben, tu n'es pas obligé de faire tous ces acomptes-là. Si tu en as fait des gros montants au début de l'année, tu pourrais réduire ceux à la fin de l'année, ou, tu sais, juste les skipper, là. Fait que ça c'est ça qui est comme pas évident avec les acomptes provisionnels, c'est qu'on peut quand même jouer avec ça. Mais c'est sûr que si tes revenus sont plus élevés l'année suivante par rapport à l'année où on a basé des calculs, ben soit il faudra en faire plus que la lettre ou au moins faire le minimum demandé dans la lettre. OK, je comprends bien. Fait que c'est juste le compte. C'est ça, parce que leur lettre est vraiment pas claire, là. Comme là, je prends. Oui, c'est sûr. Genre, je suis quand même smart. Je comprends l'argent et je considère que les autres font pas un bon travail. Fait que ça, c'est dit. Les autres font pas un bon travail. Fait que c'est pour ça que l'on est là. Mais le truc là-dedans, c'est juste de comprendre le concept de payer ses impôts estimés de l'année actuelle avant le 15 décembre. C'est bien ça? Ouais. Il y a comme un montant qui est écrit, mais on pourrait quasiment pas le prendre en compte jusqu'à un certain point, juste de dire, je vais juste calculer qu'est-ce que j'ai, puis je dois le payer en avance parce que les autres veulent l'argent avant. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, même si tu fais ta comptabilité au fur et à mesure dans l'année aussi, tu vas le voir tout de suite là, par rapport à l'année passée, tu sais, si tu similaire ou pas, là, tu sais. Fait que tu peux toujours te gager avec l'année passée. Mais ça prend ça prend des livres en ordre. C'est ça. Ben là, je vais reprendre contact avec mon comptable qui répond pas vraiment. Fait qu'on se parlera après au pire. Okay? on se parlera de tout ça pour voir ce qu'on veut faire. Ben, écoutez, c'était vraiment quelque chose de très précis, là, mais je suis quand même content parce qu'il y a quand même des personnes dans les commentaires
Émilie Pelletier nous pose une bonne question. Là, elle me demande, puis ça me rejoint un peu parce que là, j'ai envie de faire le ouais, exact. Oui, j'aimerais ça. Ouais. Pour être capable d'avoir moins de volume. Puis dans les institutions financières et tout, le nombre de clients que les conseillers servent, c'est effarant. Puis il y a tellement de roulements dans les institutions financières. Écoute, je veux dire, il y a plein de monde qui partent à la retraite. Les gens, ils veulent faire avancer leur carrière. Là. On ne peut pas en vouloir à ces gens-là de vouloir monter, si on veut, dans l'entreprise. Mais le meilleur conseil que je pourrais donner à Émilie, c'est que oui, elle va être capable de trouver chaussures à son pied. Il faut juste que tu trouves quelqu'un, peut-être qui un moins de clients, OK, ou des gens qui ont des certifications professionnelles de planificateur financier, il y en a, ça se trouve sur LinkedIn. Tu peux trouver des gens par référence, puis des gens peut-être là, qui sont à 2, 3, 4 ans de carrière. Bien, il y a moyen de magasiner ces gens-là, puis il y a moyen de commencer avec ces gens-là. Puis, tu sais, ils vont pouvoir te suivre à travers le temps. Parce qu'effectivement, moi, je sais que j'ai des collègues qui prennent à partir d'un certain minimum de revenus parce que leur clientèle est déjà pleine. À un moment donné, il faut être capable d'assurer un certain service. Mais c'est de magasiner. C'est comme n'importe quoi. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'est présenté que tu dois faire affaire avec cette personne-là. Puis trouver un fit. Tu sais, donner un exemple. Moi, quand j'ai des nouveaux clients potentiels qui me sont référés ou que je vois, je prends toujours un 15 minutes, une espèce de rencontre fit pour voir, OK, on a-tu un fit de personnalité? Les services que je peux te rendre, c'est-tu correct? Puis vous devriez faire un peu la même opportunité, en fait, avec les professionnels financiers avec qui vous faites affaire pour voir, je vais-tu bien m'entendre avec cette personne-là? Elle va-tu être capable de suivre? Vas-tu me domper? Es-tu compétente? Est-ce qu'elle me semble compétente? Vous pouvez toujours aller voir également sur le site de l'AMF pour voir quel type détient, s'il y a eu des plaintes envers ces personnes-là. Fait que je recommande de faire quand même un certain due diligence, si on veut, avec les gens avec qui vous faites affaire. Mais oui, il y a possibilité. Il faut peut-être chercher un petit peu plus, mais c'est sûr que le conseil que je donnerais à Émilie, si tu es capable de trouver un planificateur financier, puis d'avoir une bonne relation avec lui, c'est sûr que je vais te recommander ça parce que si tu vas, mettons, peu importe l'institution, je n'en nommerai pas une particulière, là, mais ça roule. Ça roule. Ouais, c'est ça. C'est difficile d'avoir la même personne qui te suit. Ouais. Puis, tu sais, si je peux puis là, je vais vous challenger un peu. Là. Je vais vous challenger un peu. On est là pour brasser les affaires un peu. Mais tu sais, je trouve que de trouver son planificateur financier, c'est un peu comme trouver un psychologue. Donc, en psychologue, tu sais, t'es quand même stressé. T'es quand même stressé parce que, genre, tu vas lui partager des trucs quand même assez intimes qui sont stressants. Puis ton planificateur financier, c'est stressant aussi. T'as pas peur que, tu sais, t'as peur un peu, tu sais, tu veux pas qu'ils te prennent de haut et qu'ils te disent, mais pourquoi est-ce que t'as pas fait ça? Et Dieu sait qu'il y en a. Toutes les personnes que je connais ont rencontré des conseillers financiers dans les banques qui les ont pris de haut, qui leur ont dit, mais t'avais juste à pas faire ça il y a 3 ans. T'es comme, savais-tu, moi? Donc, ça, il y en a à pelleter. Donc, là, le truc là-dedans, c'est qu'on sait qu'il y a la pénurie de psychologues. C'est extrêmement difficile de se trouver un psychologue, même au privé, même si tu es prêt à payer 200 pièces de l'heure. C'est très difficile. Ça va te prendre au moins 1 à 3 mois de recherche. Donc, le planificateur financier, si moi, je veux m'en trouver un, là, tu sais, dans le sens, oui, il y a toi, là, fine, OK? Mais comme, si c'est... Comment je fais, dans le sens, comment je fais véritablement, comme, genre... tu sais, c'est un peu ça, là, parce qu'un psychologue, on sait que c'est vraiment difficile. Un planificateur financier qui va te prendre si tu gagnes moins que 100 000 $ par année, ça peut être un peu difficile. Là, je sais que je challenge un peu, là, mais j'aimerais ça. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Non, mais c'était plus une question. C'était plus une question. C'était pas le ton de la question, mais c'était quand même une question. Oui, mais moi, je ne dirais pas nécessairement. Tu vas avoir des gens qui, justement, qui sont en train de grossir leur clientèle, puis qu'ils ont une expérience, ils ont de l'expertise, puis qu'ils vont être prêts à te suivre. Puis c'est sûr que c'est un peu comme, comment je te dirais, un donnant-donnant, dans le sens que, tu sais, faut avoir une certaine volonté de vouloir améliorer ses finances, de dire, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour me rendre à mes objectifs, comment je peux couvrir mes risques, et ci et ça. Mais si c'est le cas, normalement, un planificateur, il va te prendre parce que sur le long terme, à court terme, il faut voir le potentiel aussi. Là, puis si on a quelqu'un qui est intéressé, puis qui est discipliné, disons, qui est apte ou qui veut recevoir des conseils, bien, automatiquement, ça va être une relation gagnant-gagnant. Parce que dans mon industrie, souvent, on est payé
par rapport à l'actif qu'on gère, au produit qu'on vend. Fait que, si on garde les clients longtemps, mais ça amène des références, on a tout avantage à développer des bonnes relations longtemps avec les clients, pas aller sur le volume. Les gens qui vont sur le volume, ils ne font pas nécessairement carrière longtemps. J'en ai vu, mais c'est ça. Des fois, 2-3 ans plus tard, ils sont partis. Là. Fait que, okay. Ça se fait, ça se fait. Faut juste, oui, il faut magasiner un peu, mais ça se fait très bien de trouver quelqu'un qui... Merci. C'est-tu sur le site de l'Institut de la planification financière qu'il y a un répertoire de ceux qui ont un... Ouais. Fait que soit ça, IPF, je pense IPF.org. Ouais. Moi, IPF.org. Oui, IPF.org, l'Institut de planification financière.org. À ce moment-là, vous allez être capable de faire une recherche pour voir qui est dans votre coin. Si vous n'êtes pas mal, tout le monde travaille, en tout cas, la plupart des planificateurs peuvent travailler également en visioconférence comme on fait là. Moi, j'en ai beaucoup des clients qui sont un peu partout en province. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous êtes à l'aise avec ça, c'est correct aussi. Là. Fait que, donc, c'est d'avoir le plus important pour moi quand j'ai un client, c'est qu'il y ait un fit. Fait que c'est ce que je recommande aux gens qui cherchent quelqu'un aussi. C'est que, parce que la relation risque de durer 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Si tu ne t'entends pas avec, tu n'as pas de service, ça ne marchera pas. Là. OK, cool. OK. D'aller sur le site web de ipf.org. Ben, c'est la même chose que je recommande quand on recherche un psychologue, c'est qu'on aille sur le site web où est-ce qu'il y a tous les psychologues. Tu prends tous les mails de la première page, puis tu envoies ça, tu mets ça en CCI, tu envoies le même mail à tout le monde, puis tu espères avoir la réponse. Fait que moi c'est mon conseil pour trouver un psychologue, mais fait que ça pourrait être la même chose que vous faites. S'il y a les mails, prenez les mails, mettez ça en CCI, envoyez le mail à 30 à 40, puis peut-être qu'il y en a qui vont vous répondre. Fait que ça pourrait être ça, I guess. Puis pour trouver un bon comptable qui fit avec nous, Jen, est-ce que tu aurais un conseil à nous partager? C'est la même chose pour trouver n'importe quel professionnel. C'est quoi votre réflexe premier quand vous cherchez quelqu'un pour des services? C'est de demander des références dans votre réseau, des personnes que vous connaissez et tout ça. Déjà, des fois, c'est un bon point de départ. Après ça, on peut faire une rencontre découverte avec la personne ou les différentes personnes, aller vérifier les permis et tout ça, les certifications. Donc, pour les planificateurs financiers, c'est un titre qui est protégé. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir si la personne a un titre. Les conseillers en sécurité financière, là, même s'ils font peut-être pas toute la planification, ils peuvent quand même nous aider avec nos investissements et puis notre budget. Moi, je fais affaire avec un conseiller que j'ai rencontré en réseautage. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est le networking, c'est le réseautage qui m'a fait rencontrer cette personne-là, mais le fit est parfait. Là. Quand on parle ensemble, on parle pendant des heures parce qu'on est juste passionné par les chiffres, les graphiques, l'argent puis les rendements. Ça finit plus de finir ces rencontres-là. Mais on avait du fun. Mais c'est ça, pour comptable et tout ça. Si vous voulez vraiment quelqu'un avec un titre professionnel, c'est comptable professionnel agréé ou le titre de CPA. Fait que vous allez voir sur le site CPA Québec ou CPA Canada, vous allez pouvoir trouver un professionnel qui a son titre. Comme moi, c'est pas mon cas. Je suis technicienne comptable. Je suis pas fiscaliste non plus. J'ai pas de titre en comptabilité, mais quand je prépare une déclaration de revenus, je prépare une déclaration de revenus. Fait que je prends ce que le client me donne, puis je mets ça dans le logiciel, puis j'envoie la déclaration. Fait que oui, je peux donner des conseils puis aider avec certains trucs, mais je peux pas faire de la planification fiscale ou des choses comme ça. Okay. C'est pas dans mon ressort. Fait que c'est important de poser des questions aux professionnels. C'est quoi son domaine de spécialité? Sa clientèle, ça ressemble à quoi? Quel genre de client il sert? Ça va jusqu'où ces services selon, puis vous assurer dans le fond que ces services correspondent à vos besoins surtout, puis voir si vous avez un fit avec la personne. Parce que moi, je dis souvent à mes clients que mes clients, ils peuvent rien me cacher. Moi, je fais leur tenue de livre, je vois tout ce qui se passe dans l'entreprise, toutes les dépenses, tous les restos où ils vont, toutes les personnes qu'ils rencontrent, je vois tout passer. Fait que puis j'ai accès souvent à leur compte de banque, Fait qu'il faut faire confiance. Faut faire confiance à la personne qui va vous aider à gérer vos finances. Faut pas avoir peur d'y montrer vos chiffres, votre budget, ou si vous partez de zéro, soyez honnête là-dessus. Mais ça veut dire qu'il faut avoir une bonne relation avec la personne aussi pour être capable
de s'étaler quasiment à nu, là. Tu sais, là, regarde mes comptes de banque, puis C'est très personnel. Oui, oui, tellement, tu sais, puis c'est pour ça que, tu sais, je fais toujours une rencontre fit, comme tu dis, avec les clients pour voir si ça va fonctionner, tu sais, parce que dans mon rôle de planificateur financier, il y a beaucoup les aspects légaux, l'aspect successoraux qui revient pour quelques clients. Fait que, tu sais, moi, la semaine passée, j'étais avec des clients où est-ce qu'on a parlé en long et en large de leur testament, de leur mandat en cas d'inaptitude, de la famille, de dire, ouais, ben là, j'ai telle personne que j'ai nommée, je ne suis pas certain, lui, je le truste un peu moins, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour couvrir les risques. Mais c'est des clients que je connais depuis 6 ans, 7 ans. Là. Fait que là, on est capable de rentrer dans ce genre de discussions-là qui sont quand même relativement intimes, mais mon conseil légal et financier va en conséquence. Là. Fait que oui, c'est important d'avoir un fit et une confiance avec les professionnels avec qui vous faites un fit. Cool, OK. Ben, j'aime vraiment ça, puis c'est vraiment plus clair. Puis ça m'ouvre aussi l'idée à ce que c'est comme on peut trouver des professionnels, même si on n'a pas des revenus qui sont ben, gros. Puis ça, c'est ça, gros, là, dans le sens, c'est peut-être pas le bon terme, là. Mais souvent, c'est un peu ça que moi j'entends. C'est comme, oh non, il faut que je travaille avec ma banque ou j'appelle ma banque. C'est le premier réflexe de dire c'est la seule chose que je connais, c'est ma banque, là, je leur pose des questions. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres professionnels ou comme, tu sais, c'est comme si c'était un monde qui était un peu à part, puis comment je fais pour les trouver? Mais il y a des sites web, où est-ce qu'on peut aller les retrouver. Il y a des répertoires, il y a leur nom, il y a leur mail, puis on peut prendre contact avec ces personnes. De quoi, excuse-moi? Il y a le référencement, probablement la meilleure méthode aussi, là. Okay, mais oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas personne qui nous parle de quelqu'un, c'est correct. Ouais. Sauf que. J'aimerais répondre à une question. En tout cas. Oui, c'est ça, mais j'aimerais juste dire, c'est ça, c'est pas tout le monde qui a un réseau. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont seuls. Puis là, pour eux autres, c'est dur de comme, sortir dehors, aller peut-être rencontrer. Donc, ça, il y a cette pression-là. Mais il y a les références, mais sinon, il y a les sites web que l'on a nommés. Puis n'hésitez pas à y aller. C'est quelle question tu as vu? Ben, c'est Philippe Carl Larose qui dit en moyenne combien ça devrait coûter un planificateur financier. Très bonne question, Philippe. Je ne me lancerai pas sur combien ça coûte un comptable parce que ça peut varier dépendant de la complexité et des heures à ce moment-là qui sont facturées. Mais tu sais, dites-vous une chose, c'est que moi, en tant que planificateur financier, il faut aussi que je paye mon hypothèque. Fait que c'est sûr qu'il y a un coût à faire affaire avec moi. Là. Ça fait du sens. Généralement, la rémunération d'un planificateur financier, quand tu es en institution financière, c'est un salaire, mais même si tu ne le vois pas, tu finis par le payer quand même, le salaire de cette personne-là. Puis la plupart du temps, c'est sur les instruments financiers, c'est-à-dire soit les produits de placement qui vont être proposés, ou soit les produits d'assurance également qui peuvent être vendus pour couvrir le risque à ce moment-là que vous avez. Fait que c'est la même chose pour moi. Généralement, ceux qui sont indépendants comme moi, ça va être un pourcentage qui est un frais de gestion sur l'actif géré. Puis, tu sais, c'est pas... ça peut varier. Fait que ça aussi, ça se négocie. C'est sûr que si vous avez 5 000 $ à investir, il n'y a pas beaucoup de négociations à avoir, là, okay? Parce que généralement, c'est à peu près... Dites-vous que la règle générale, c'est 1,25 % peut-être à peu près de votre actif sous gestion. C'est à peu près ce que ça va vous coûter pour investir. Puis, si vous êtes, il y a différentes méthodes, là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais si vous êtes en institution financière dans une banque ou une caisse ou quoi que ce soit, vous le payez quand même. C'est juste que vous ne le voyez pas nécessairement, il est déduit directement de votre rendement. Fait que vous avez un produit financier, mettons que votre frais de gestion, c'est 2 %, mais si le marché fait 10, vous allez recevoir 8. Le 2 % d'écart, c'est la paye de l'institution financière qui sert à payer justement le salaire. C'est un peu la même chose pour moi. Là, il y a différentes façons de fonctionner à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important de magasiner en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous voulez comme conseil, en fonction de différents produits. Il y a différents produits qui coûtent plus cher, qui ont différentes garanties. Est-ce que vous en avez besoin? Peut-être pas. C'est pour ça que des fois, le conseil est important. Puis, tu sais, le frais que vous payez a également une incidence sur, un conseil que vous recevez, puis de 2, vos rendements. Parce que j'ai fait le calcul tantôt, là, juste pour dire, parce qu'il y avait une question que tu voulais qu'on pose, mais juste pour vous donner une différence, 1 % là, OK? Sur 10 ans, mettons que quelqu'un investit 100 000. Okay? 1 % sur 10 ans, c'est 15 000. Sur 20 ans, c'est 65 000. La différence entre 4 et 5 % en termes de rendement. Fait que ce pourcentage-là que vous allez chercher ou non, c'est énorme. Okay. C'est vraiment une grosse différence. Là. Même si en termes absolus, 1 %, c'est pas beaucoup. OK, parfait. OK.
Jen, est-ce que tu voulais dire quelque chose de plus? Ben, c'est ça, en réalité, les planificateurs financiers ou les conseillers en sécurité financière, c'est ça, sont payés à la commission sur les produits qui vous vendent, ou comme les frais de gestion si vous avez des placements avec eux. Fait que c'est pas out of pocket, c'est pas, ils vous envoient une facture puis vous le payez pour ces services. Je sais qu'il y a certains planificateurs financiers qui peuvent facturer des honoraires, puis ça, c'est parce qu'ils font une gestion, disons, plus active pour des plus gros clients, là, j'imagine. Puis souvent, c'est parce qu'il y a des comptes ouverts non enregistrés. Fait que là, ben, ils peuvent déduire ces frais-là, tu sais, en fonction des revenus puis des rendements sur ces comptes-là. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais, disons, la moyenne, là, avec je veux un REER ou, tu sais, je veux de l'assurance et tout ça, ben, c'est les produits qui vont vous vendre. Fait que là, je mets mon chapeau de consommateur, là, mais c'est pour ça que c'est important de magasiner aussi. Oui. Puis de bien comprendre. Quelqu'un de transparent dans son travail va être capable de vous expliquer d'où vient sa rémunération. Puis vous poser des questions. Oui, il faut poser des questions, puis il faut vous assurer que vous comprenez le produit puis que ça répond bien à vos besoins. Si votre conseiller vous explique quelque chose puis que vous ne comprenez pas, puis que même si vous posez des questions puis que vous ne comprenez toujours pas, c'est parce qu'il veut juste vous vendre de quoi, tu sais. Okay. Fait que c'est ça. J'adore ça. Non, c'est exactement ça. Il y a plus d'éthique que ça, mais c'est ça, pour magasiner. Non, mais c'est vrai, c'est super important. Il faut que ça soit discuté, combien ça coûte, puis qu'est-ce que ça vaut. C'est évident. Là. On achète n'importe quel produit, on sait c'est quoi le prix, on sait c'est quoi qu'on va avoir. Ça va pas. C'est la même chose pour les conseils. Ouais. Puis j'aime vraiment ça. Puis merci encore une fois de plus d'être là. C'est vraiment très cool de parler de ça. J'apprends beaucoup. Puis ça m'ouvre la porte de comme. C'est parce que souvent le monde, c'est ça, se retourne vers leur banque. Puis même moi, je l'ai fait un peu. Mais c'est ça, de ne pas hésiter à aller magasiner, à poser des questions, à essayer de comprendre. Et la règle, c'est que si on ne comprend pas, pour la troisième fois, puis tu ne comprends pas encore, là, ça va mal. Là, il y a quelque chose qui cloche, là, j'arrive à comprendre. Puis de poser des questions, c'est ça, sur comment est-ce que lui ou comment est-ce qu'elle fait son argent avec ça, tu sais. Ne pas comprendre vraiment comme, OK, mais moi, je paye ou toi, tu gères mes finances. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe vraiment dans la vraie vie? Où est-ce que l'argent va? Puis comment est-ce que tu te payes, toi? Dans les 2 derniers lives que j'ai fait sur la stratégie d'affaires et la santé mentale, on a parlé beaucoup de vision, tu sais, de comme se poser des questions, d'avoir une vision de où est-ce qu'on veut se rendre. Puis, tu sais, Étienne, je sais que toi, tu vas souvent répéter, tu sais, quelle est ta destination, puis on va tracer le chemin, on va se faire un plan de match pour y arriver. Est-ce qu'il y a des questions qu'on pourrait se poser pour clarifier notre vision face à nos propres finances? Ou comment se faire une vision? Est-ce qu'il faut vraiment travailler avec quelqu'un? Ou, par exemple, est-ce que moi, je peux imaginer quelque chose que je peux avoir une vision de comme où est-ce que je veux être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, puis déjà commencer à me poser des questions? Ou est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre ou un ou une professionnelle qui me pose ces questions-là? Est-ce que ma question, elle est claire, vu que là, je vous vois dans vos regards que vous cherchez? Ta question est claire. Vas-y, Geneviève. Peut-être que tu avais quelque chose. Okay, bon, ben, c'est good. Je vous laisse avec ça. Ben, écoute, tu sais, je veux dire, je vais prendre la balle là-dessus, mais tu sais, justement, là, j'ai regardé lundi la rencontre avec la stratégie d'affaires, puis tu sais, ça va être lié à l'argent aussi, là. Tu sais, je veux dire, si tu fais ton budget personnel, mettons, t'es travailleur autonome, puis c'est une des questions que tu avais posées, là, différencier nos finances perso ou pro, comment se bâtir un budget réaliste. Fait que si t'es travailleur autonome, OK, c'est toujours bon de séparer tes finances pro puis personnelles. Tu sais, savoir c'est quoi les dépenses qui sont strictement comme pour l'entreprise que tu ferais pas si tu étais juste pas à ton compte. Puis d'avoir ton budget personnel. Puis pour faire ça de façon réaliste, si tes revenus sont variables, ben, c'est au moins avoir une idée, c'est quoi mes dépenses fixes par mois, combien j'ai de besoin pour vivre. Puis les dépenses fixes, ça comprend l'épicerie, là. Il faut que tu manges, puis il faut que tu t'habilles, il faut que tu loges, et puis il faut que tu transportes. Fait que c'est quoi ton minimum que tu as de besoin? Rajoute un 30
à peu près là-dessus là, pour la partie impôt, disons. Et puis ça, tu sais que c'est quoi ton minimum de revenus à faire à chaque mois. Fait que là, tu es capable de faire ton plan pour l'année. Tu sais, je vais avoir besoin de ça. Voici le minimum de revenus. Combien ça représente de mandats? Quel produit que je pourrais faire? Puis, tu sais, tu parlais des instabilités dans les revenus du travail autonome. Ben, regarde tes autres années, c'était quand tes périodes creuses? Et y a-tu de quoi que tu peux faire pendant ces périodes creuses-là pour soit, as-tu des produits numériques que tu pourrais pousser puis vendre un peu plus pour cette période-là? Tu sais, moi, je le sais que le mois d'août, je rush parce que je pars en vacances, fait que je fais moins de mandats pendant ce temps-là. Fait que, tu sais, oui, j'ai toujours une base de revenus qui rentre, mais c'est tout le temps, quand je reviens de vacances, je suis comme, ah, j'ai plus d'argent! Fait que ça replace après. Mais, tu sais, je le sais qu'au mois d'août, ça va être mon mois qui est plus creux. Fait que, tu sais, fait que tu regardes tes autres années d'avant. Fait que tu peux le voir. Fait que, moi, je travaille beaucoup dans Excel. Là. J'adore Excel. C'est le fun, hein? Faites-moi un tableau. 12 colonnes, 12 mois, c'est quoi vos projections de revenus, c'est quoi vos dépenses que vous faites à chaque mois pour la business, puis c'est quoi vous avez besoin pour vivre de votre côté personnel, là, pour payer les billes, payer le loyer, la maison, peu importe. Fait que vous allez avoir votre plan pour l'année, puis c'est ça qui nous aide à voir aussi, OK, ce mois-là, je sais que ça va être plus creux, pour les vacances, peu importe, quelles actions que je peux mettre en place. Puis là, t'es 1 an d'avance. Tu sais, mois d'août, là, c'est 8 mois. Là. Ça me donne 8 mois pour penser à une stratégie. Ouais. On va, dans le fond, puis ce qu'ils ont donné comme truc lundi, c'était super génial. Là. C'est où que t'es, c'est où que tu veux aller, puis comment tu fais pour combler le gap entre les deux. T'sais. C'est ça, faire une stratégie. Fait que ta stratégie d'affaires peut être arrimée aussi avec tes revenus ou avec les dépenses. Parce que, tu sais, pour faire plus d'argent, il y a deux façons. Là. Soit on fait plus de revenus ou soit on coupe dans les dépenses. Fait que, puis d'avoir sa comptabilité à jour, ben ça nous permet de voir, hey, Colin, je paye une mensualité pour ce gugus-là que j'utilise jamais, ben on le coupe-tu, tu sais? C'est le fun de faire des déductions là, pour l'impôt, mais c'est de l'argent qui sort de nos poches pour sauver quoi, 15-20% d'impôt? Exact. Tu sais, c'est ça, quand tu fais une dépense d'entreprise, c'est le fun de dire, hey, c'est déductible, mais ça se peut qu'en fonction de tes revenus, ça soit 12% là, que tu déduis. Là. Pas plus que ça. Oui, c'est ça. Si tu l'élimines, cette dépense-là. Exact. Donc, si tu fais juste pas faire cette dépense-là, elle va être déductible, ben, tu as quand même plus d'argent parce que l'impôt est jamais 100%, en tout cas. C'est ça. On ne prend pas un coup dans la famille, c'est ça. L'impôt n'est pas là. Mais c'est le fun, Geneviève, ce que tu dis, parce qu'on a des visions un peu, ben, je te dirais, complémentaires, dans le sens que je suis un petit peu plus long terme dans mon approche. C'est mon approche de planification à long terme pour regarder les différents aspects, justement, retraite, l'aspect de patrimoine, successoral et tout ça. Fait que ça se complète assez bien. Puis, tu sais, moi, je dirais tout le temps de séparer quand même au moins un petit peu, même si des fois on est travailleur autonome, c'est la même personne, séparer tout le temps quand même un peu la business du personnel. Ouais. Parce que les objectifs ne sont pas nécessairement pareils. Puis moi, je présente souvent, quand je travaille avec des entrepreneurs, tout le monde a des professionnels avec qui ils travaillent. Moi, mon rôle spécifique, si on veut, comme planificateur financier, c'est souvent de faire la colle entre les différents professionnels, puis entre les objectifs personnels et les objectifs d'entreprise. Okay. Parce que vous, quand on regarde, on fait un gros cercle, votre entreprise, dans le cercle personnel, l'entreprise est là, mais l'entreprise n'est pas nécessairement dans le gros conglomérat du personnel. Fait que, l'entreprise, c'est une partie de vous-même, mais ce n'est pas tout de vous-même. Ouais. Fait que là, c'est important de faire la différenciation à ce moment-là entre les deux pour savoir, ben, sur le long terme, qu'est-ce que je vois pour ma business? Si je veux la faire grossir, c'est quoi mes objectifs de croissance? Peut-être qu'il y a des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes qui ne sont pas nécessairement rendus là. Quand on commence première, deuxième année, des fois, ce n'est pas nécessairement évident. Là, on va chercher les clients puis on fait ce qu'on peut pour avoir la clientèle. Mais du moment qu'on a quelque chose d'un petit peu plus stable, c'est vraiment important de faire cette différenciation-là parce qu'on est capable de mieux gérer les risques. On peut laisser les risques qui sont dans l'entreprise, puis il y a des stratagèmes ou en fait des stratégies fiscales et légales pour ça, la compagnie de gestion, est-ce qu'on met une opérante, versement de dividendes. Il y a plein de choses qu'on peut faire quand on est rendu à un certain niveau.
puis d'avoir les autres objectifs personnels pour dire, bon, ben moi, ben, j'ai des enfants, j'ai telle affaire, je vais acheter un chalet, mon rêve, c'est d'avoir un campeur dans 5 ans, mes enfants, j'ai tel projet pour eux autres, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, ben, c'est de voir comment les finances d'entreprise vont jouer sur nos objectifs personnels, puis nos objectifs personnels, comment on les arrime avec soit la croissance de l'entreprise ou les revenus qu'on va faire à l'intérieur de l'entreprise. Fait que oui, il faut le plus possible faire au moins une certaine distinction entre les deux pour garder les choses claires, justement. Jen, est-ce que c'est clair comment je l'explique? J'ai l'impression d'avoir parlé. C'est clair. La manière que je comprends, c'est qu'il y a nous, puis il y a tout ce qui comprend dans notre vie, puis qu'est-ce qui compte pour nous. Il y a notre entreprise, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses aussi à prendre en compte. Donc, de ne pas juste se poser des questions, OK, pour mon entreprise, où est-ce que je veux aller avec ça, puis de juste arrêter là. Il y a aussi nous, puis de se poser des questions pour nous. Moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui compte pour moi? Quelles sont mes valeurs? Où est-ce que je veux me rendre? Par exemple, avoir un chalet n'est pas lié aux objectifs directs de l'entreprise, dans le sens il y a d'autres choses que l'on peut avoir. Moi, c'est ça que j'ai compris. Est-ce que c'est ça que tu as voulu dire? Oui, exact. C'est exactement ça. Puis c'est une question de gérer le risque aussi, tu sais. Puis il y a bien des entrepreneurs avec qui j'ai fait affaire, ils disent, ouais, ben là, je dis, moi, mettons que j'ai investi dans mon entreprise, je fais des profits. Si je réinvestis dans mon entreprise, je vais faire 15 %. Tu me proposes un produit financier que sur le long terme, on va faire 7-8. Pourquoi j'investirais avec toi? C'est une question de gestion de risque. C'est une question fiscale également, des fois, à long terme. Parce que l'entreprise, des fois, il peut y avoir des hauts, des bas, on ne connaît pas les cycles, il peut y avoir, c'est vraiment niaiseux, on peut avoir un restaurant, puis la rue est fermée pendant 2 mois parce qu'il y a des cônes oranges, puis ils réparent une canalisation, on meurt. C'est niaiseux de même, mais si tu n'as pas fait cette distinction-là entre l'investissement dans ton entreprise et l'investissement sur toi-même ou à l'extérieur pour protéger, si on veut, ces risques-là, ben ça se peut que tu te retrouves dans le pétrin rapidement. C'est un exemple, là, mais c'est pour ça qu'il faut quand même garder les deux objectifs qui vont côte à côte. Généralement, ils sont parallèles, là. Ils vont souvent aller dans la même direction, mais ça permet une bonne gestion de risque. Puis c'est pour ça que quand je dis que Geneviève voit un petit peu plus, on est complémentaires. Moi, sur le long terme, je vais également être capable de faire de la projection pour dire, bien, fiscalement, pour X, Y, Z raison, bien, tu devrais séparer un peu de personnel, un peu d'entreprise, parce que quand on va être rendu dans 5 ans, dans 10 ans, on va avoir telle opportunité fiscale, telle autre opportunité fiscale de faire des décaissements qui va te permettre de sauver 5 % d'impôts, 10 % d'impôts au final sur ce que tu vas faire. Fait que le rôle de ce que Geneviève fait, puis mon rôle à moi sont vraiment complémentaires parce qu'on est capable de regarder cette année, puis on est capable de projeter un petit peu plus loin dans l'avenir aussi. J'adore ça. OK. Jen, est-ce que tu voulais dire quelque chose de plus? Je te renvoie la balle. Fonds d'urgence. Mettez-vous de l'argent de côté quand ça va bien. Bon, ben ça, c'est quand même assez clair. Ça c'est direct. Mais ouais, c'est ça. On parle souvent là, de se constituer un fonds d'urgence qui couvre 3 à 6 mois de nos dépenses. 6 mois, c'est quand même assez intense, là, mais tranquillement, là, si vous êtes capable de vous mettre un petit peu d'argent de côté, surtout les mois que ça va bien, pour pallier aux mois que ça va moins bien, un compte épargne bien garni, moi, ça m'a sauvé souvent. Oui, pour différents imprévus, mais aussi pour comme mon fameux mois d'août, là, tu sais. Puis les taxes et les impôts dans un compte à part, pas dans le cash flow normal. Oui, très important. Ton compte d'impôt devrait être là. Oui, moi, je le recommande. Oui. Ça coûte rien avoir un compte épargne. Oui. On se fait des virements, puis ça prend de la discipline pour ne pas y toucher, je suis d'accord, mais... Exact. J'adore ça. Mais c'est ça. Des trucs bien concrets, là, mais c'est ça. Pensez-y. 30% que vous mettez de côté, plus TPS TVQ que vous recevez, là, puis vous ne serez jamais dans le trouble quand vous allez avoir des déclarations à faire ou des acomptes provisionnels à payer. Ouais. Étienne, tu voulais-tu dire quelque chose? Oui, j'avais un petit truc vraiment, règle du pouce. Ça ne s'adapte pas à tout le monde. Je comprends que ce n'est pas nécessairement évident, surtout si on commence comme travailleur autonome dans les premières années d'une business, mais règle du pouce qui va faire en sorte que si vous êtes capable, vous ne serez probablement jamais dans le pétrin sur le long terme. Prenez 20 % de vos revenus bruts. Puis ce 20 % c'est gros. Là. Au minimum, il faudrait que ça soit 10. Si vous êtes capable d'aller à 20, c'est sûr que vous allez avoir une belle perspective financière. Ce 20 % devrait être vos investissements, REER, CELI, CELIAP ou autres projets maison, peu importe compte épargne pour des projets court, moyen terme.
et protection d'assurance. Parce que vous pouvez être malade, si vous avez des enfants, si vous avez une hypothèque, vous pouvez malheureusement décéder. C'est juste parce que les protections d'assurance, c'est des risques qui sont assez faibles, mais qui ont des conséquences absolument désastreuses. Ce n'est pas ce qui coûte nécessairement le plus cher, surtout si vous êtes jeune. Fait que si vous êtes capable de faire ça, puis dans ce mix-là, de vous protéger vos actifs, puis d'investir pour le futur, écoutez, c'est sûr que moi, je le vois, là, vous n'aurez pas de problème sur le long terme. Ça va très, très bien faire là-dedans. C'est règle du pouce, là, c'est pas... Les revenus bruts pour un travailleur autonome, c'est après dépense. Oui. C'est après dépense. Oui, OK. Fait que ça, moi, c'est... Parce que 20%, c'est un chiffre d'affaires. Oh, non, c'est 20%. Le revenu brut, c'est après dépense. C'est 20% du revenu imposable. Oui, c'est ça. J'adore ça. Écoutez, ça m'aide vraiment beaucoup. Et donc, si vous êtes là avec nous, que ça vous aide, ça vous crée de la valeur, écrivez-le dans les commentaires. Donc, écrivez-le. Prenez le temps. Écoutez, ça fait 1h20 qu'on parle. Le temps passe vite quand on parle de cash. Bon, c'était ma blague, là, mais bon. Je voulais vous demander, pour le temps qui nous reste, est-ce que vous auriez un message que vous voulez partager, un truc qui vous vient du fond du cœur pour les personnes qui sont avec nous, pour les entrepreneurs qui vont continuer de travailler fort en 2025? Est-ce que vous auriez quelque chose que vous voudriez dire? Ça peut être un petit tip, ça peut être un truc, ça peut être quelque chose que vous auriez vécu, mais qui vous vient du cœur. Fait que je vous laisse la parole et voilà, c'est ça que j'avais à dire. Ben oui, moi j'en aurais un. C'est une erreur que je vois. Ben, c'est une erreur. C'est pas nécessairement une si grosse erreur que ça, là, mais n'hésitez pas, faites-vous conseiller, utilisez vos professionnels. Ne pas avoir peur de les utiliser. Puis oui, les professionnels, des fois, ils coûtent des sous. Okay? Si on a des heures facturables, que ce soit un comptable, un fiscaliste, un juriste, la personne en assurance, planificateur financier, oui, c'est des professionnels qui souvent coûtent des sous. C'est un investissement. Okay. Ayez réponse à vos questions, c'est-à-dire ne vous contentez pas de quelqu'un qui vous présente des affaires, qui a de l'air bien expert, vous ne comprenez rien. Geneviève l'a dit, ça ne fonctionne pas, ça. Il faut que vous compreniez. Puis le montant que vous mettez de ces dépenses-là, de un, généralement, sont déductibles. Okay. Certaines, oui. Certaines, oui, généralement, oui. Puis de deux, ben, moi, je ne le vois pas tant comme une dépense, je le vois comme un investissement. Ouais. On a beaucoup, avec des collègues, on se réunit comme une fois par trimestre pour partager des bonnes pratiques et tout ça. Puis on a souvent une espèce de mantra que, puis on l'a dit tantôt, c'est important de travailler dans la business, mais c'est important de s'extirper un peu de travailler sur la business, travailler sur la business. Ces professionnels-là, justement, vont être capables. Des fois, ça peut être un coach aussi, là, juste quelqu'un ou en communication. J'ai nommé ceux avec qui je travaille le plus, là, mais ça peut être d'autres professionnels qui peuvent vous aider. Ces professionnels-là vous aident à avoir une vue un petit peu plus haute de votre entreprise. Puis vous allez travailler sur votre business, c'est-à-dire comment on va générer la croissance, qu'est-ce qu'on va faire. C'est un investissement. Je le vois souvent à moi de dire « Ah, ben là, je n'avais pas pensé à ça, mon comptable ne m'a pas dit ça. » Ouais, mais as-tu pris le temps de poser à ton comptable de faire telle structure, puis on arrive, là, ouais, tu as dû faire ça, là, 2 ans, là, 3 ans. C'est ça. OK. Faites-le travailler pour vous. Cool, parfait. C'est clair? C'est clair. Puis moi, je veux complémenter un peu, c'est des super de bons conseils qu'Étienne vient de donner, mais pour complémenter ça aussi, moi, je vous dirais, surtout pour les nouveaux travailleurs autonomes, ceux que ça fait pas longtemps, peut-être qu'ils sont en affaires, l'information puis les connaissances, c'est le pouvoir. Hein? Fait que comprendre les différents instruments, outils financiers qui existent, comprendre la mécanique des impôts. Vous n'êtes pas obligé de devenir comptable. Vous n'êtes pas obligé de devenir technicien comptable. Mais de comprendre un peu c'est quoi la mécanique, c'est des connaissances qui vont vous suivre toute votre vie. Comment faire son budget, comment faire son bilan, etc. C'est des connaissances de base. C'est bon pour autant un salarié qu'un travailleur autonome, qu'un entrepreneur aguerri. Mais il y a des programmes de formation gratuits qui existent. Je pense à l'Université du Québec à Trois-Rivières, le département de sciences comptables. Il y a 2 professeurs qui publient énormément de contenu gratuit. Ils ont aussi un genre de formation sur comment gérer ses finances personnelles. C'est gratuit pour apprendre comment gérer ses finances personnelles, faire son budget et tout ça. Fait qu'il est possible d'avoir ces informations-là de base pour comprendre les différents outils de placement, comment ça fonctionne.
la mécanique des impôts. Et pour les entrepreneurs, nouveaux entrepreneurs, il y a le programme d'accompagnement de Revenu Québec qui existe, qui est gratuit. OK? Vous les appelez au service à clientèle, ils vont vous booker une rencontre 1 à 1. Il y a des événements sur Facebook aussi régulièrement, là, une fois de temps en temps, ils font ce genre d'événements-là gratuits pour comprendre c'est quoi toutes vos obligations fiscales. C'est quoi les acomptes provisionnels? Comment ça marche TPS, TVQ? Si j'embauche un employé, c'est quoi qui se passe? C'est quoi les dépenses qu'on peut déduire? Fait que toute cette information-là, elle se trouve gratuitement. Fait que c'est à nous de s'intéresser à ça puis d'aller la chercher. Puis un coup qu'on a ces connaissances de base-là, ben là, on se sent pas mal plus compétent quand on va voir notre professionnel. On peut être capable de suivre la discussion avec lui, d'y poser les bonnes questions puis d'aller creuser avec le professionnel. J'adore ça, j'adore ça. Puis écoutez, j'aurais pas cru que quand on a commencé ce live-là, que je terminerais en me disant qu'il faudrait que j'appelle Revenu Québec pour booker un call avec eux autres. Ça, c'est incroyable, mais je savais pas que ça existait. Moi, c'est ça qui me... Moi, j'en reviens pas, avec que c'est pas si connu que ça, puis c'est plate, mais en tout cas, mais c'est ça, il faut vouloir aller la chercher, l'information, mais, oui, ça, mais elle est là. Elle est là. Puis c'est pour ça que moi, j'en parle toujours du programme d'accompagnement. Ceux qui l'ont fait, ils viennent avec une bonne base. Après ça, ils viennent me voir, ils me posent des questions, puis tu vois qu'ils ont déjà... Ouais, tel sujet, j'ai entendu parler de telle affaire, on clarifie des trucs, mais tu sais, au moins, ils ont une base puis ils comprennent c'est quoi leurs obligations. Là. Tu vois, c'est ça, c'est que moi, j'aurais cru que ça m'étonne, ça me surprend et ça défait certaines croyances que j'ai sur Revenu Québec. On brise des tabous aujourd'hui. De quoi, excuse-moi? On brise des tabous aujourd'hui. Revenu Québec, c'est pas si méchant que ça. On brise beaucoup de tabous, même sur Revenu Québec, que je ne m'estimais pas et que là, je commence à quand même, OK, je m'ouvre face à eux autres parce que j'étais quand même assez fermé. C'est vrai que je les regardais d'un mauvais œil. Mais bon, s'ils proposent ça et que c'est vulgarisé, let's go. Fait que je vais aller voir ça. C'est dans les prochaines étapes que moi je vais faire. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là avec nous. Et on aurait pu en parler encore longtemps. Je pense qu'on aurait pu en parler encore beaucoup, mais j'apprécie vraiment beaucoup que vous ayez pris le temps. Pour toutes les personnes qui sont là, sachez que demain, le prochain live de la semaine d'entrepreneuriat B2B va être sur la vente. Donc, comment vendre aux bonnes personnes en 2025. Il y a Dave Cameron qui va être là et Alex Martel. Le truc, c'est qu'elle m'a texté ce matin, elle est un peu malade, fait que ça se peut qu'elle soit pas là, mais il y a quelqu'un d'autre qui va la remplacer si elle peut pas être là, mais dans tous les cas, ça va être un très bon live. Donc, revenez demain midi pour parler de vente. Et le vendredi midi, on va parler de marketing B2B avec LinkedIn. Ça va être très, très cool. Donc, merci. Et si vous voulez en savoir plus sur les panélistes, cliquez sur le lien qui est dans le commentaire et tout. Et checkez ça. Fait que sur ça, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup.